Bien, on se retrouve pour la suite de ce forum d'Hépato, deuxième session de la matinée, un peu plus courte. Nous sommes toujours masqués, tout ça pour mieux espérer vous revoir l'année prochaine en vrai. Je suis avec Pierre et avec Jacques, toujours, Solange en distanciel. Et on avait décidé d'inviter un co-modérateur un peu plus candide en hépatologie, d'une façon générale. Et alors on n'a pas pris n'importe lequel, puisque c'est notre ami Patrice, qui est pas n'importe lequel, parce que c'est quand même le président de notre Société nationale de gastroentérologie actuellement. Donc merci d'être avec nous. Et on ne perd pas de temps. Pierre, tu nous parles d'hépatite auto-immune, mais des stratégies thérapeutiques. Bonjour à tous et à toutes. Merci de me permettre de vous parler des nouveautés et des traitements de l'hépatite auto-immune à la lueur des recommandations européennes de 2015. Alors, quelques généralités tout d'abord. L'hépatite auto-immune est historiquement la première maladie du foie ayant bénéficié d'un traitement médical d'efficacité démontrée sur la survie. C'est une maladie potentiellement mortelle, comme l'a montré le groupe placebo de cette étude du Royal Free Hospital dans les années 70, où on voit une différence de survie très nette entre le groupe patient traité et non traité. Et cet essai montrant également l'efficacité de la cortisone qui reste actuellement le traitement de première intention. Sur le plan épidémiologique, le sexe ratio est de 3 femmes pour un homme, mais la nouveauté c'est que cette maladie elle peut toucher tous les âges. Voici ici sur ce travail français 2 pics de fréquence pour l'adulte jeune à la puberté entre 40 et 60 ans, mais on peut la diagnostiquer, vous voyez, de façon non négligeable, entre 60 et 80 ans. On continue avec les généralités. C'est une maladie dont l'incidence et la prévalence sont en augmentation, qui peut se présenter dans 25% des cas sous la forme d'une hépatite aiguë grave. Elle est volontiers sous-traitée et 80% des patients vont devoir subir un traitement prolongé, voire à vie. Enfin, l'hépatite auto-immune représente 2% des indications de transplantation en France. Alors je vais aborder successivement le traitement de référence. Je vais vous dire quelques mots sur la place du budesonide. Que faire en cas de résistance au traitement, donc les traitements de deuxième et troisième intention avec les niveaux de preuve actuels. Et puis la grosse question qui est de savoir quand doit-on et quand peut-on arrêter le traitement et quelle est la place à ce moment-là de la biopsie hépatique. Les principes du traitement, il y en a 2, c'est la mise en rémission, c'est le traitement d'attaque, ça va reposer sur la cortisone, et c'est la prévention de la rechute, c'est-à-dire le maintien de la rémission, et c'est l'association azatioprine et cortisone, si possible, à des faibles doses. Les objectifs, c'est obtenir une rémission avec l'absence d'effets indésirables du traitement. La rémission, elle sera aussi bien clinique que biologique, c'est-à-dire il faut obtenir la normalisation des transaminases et des IgG, les IgG qui sont reflets également de l'activité. Et enfin, il faut obtenir une rémission histologique, c'est-à-dire aucune inflammation ou sur la biopsie ou une inflammation très minime. Les indications du traitement sont très larges, mais ne sont pas systématiques. Globalement, on va traiter la plupart des patients, mais certains patients, notamment ceux qui sont asymptomatiques avec des transaminases et des gamma-globulines normales et qui ont une cirrhose inactive ou une inflammation portale peu importante, vont justifier d'une surveillance stricte. Le traitement inclut les cirrhotiques qui répondent bien au traitement et les patients âgés. Il n'y a pas de limite d'âge pour le traitement. Alors pour quel objectif? Auparavant on disait qu'il fallait avoir des transaminases inférieures à 2 fois la normale. Maintenant clairement il faut obtenir des transaminases strictement inférieures à la normale. C'est l'objet et les conclusions de ce travail italien de 2010. Vous voyez ici sur ces camemberts que en vert ça représente l'aggravation clinique ou histologique de ces patients qui ont été suivis sur plusieurs années. Et bien à gauche vous voyez que les patients dont les transaminases étaient strictement inférieures à la normale ont une évolution clinique beaucoup plus favorable que à droite les patients qui avaient des transaminases subnormales. Le traitement d'induction sur la synthèse d'essais randomisés de Lamers dans le journal of Pathology 2010, 2 schémas s'offrent à nous, soit la prénisolone en monothérapie, soit la prénisolone associée à l'azatioprine. Voici ici le schéma du traitement standard des recommandations européennes. Une prénisolone ou prénisone débuté à 1 mg/kg avec des paliers de décroissance progressifs.
Je vais y revenir. Ils seront guidés par la réponse et par la baisse des transaminases. Quant à l'azatioprine, il est débuté à la 3e semaine pour différencier une éventuelle non-réponse à une hépatotoxicité propre. Et s'il y a un ictère, on préconise un traitement différé lorsque la bilirubine est inférieure à 35 micromoles par litre. Quant au génotypage de la TPMT avant l'instauration de l'Immurel, il est débattu et on pourra en rediscuter ultérieurement. Le schéma classique de traitement a été quelque peu modifié depuis ce grand essai randomisé sur plus de 200 patients non cirrhotiques réalisé par Mans en 2010 et qui a étudié l'évolution des transaminases à 6 mois sur des patients non cirrhotiques qui avaient des hépatites peu sévères avec peu de critères histologiques et qui a révélé que le budesonide à 9 mg par jour faisait aussi bien voire mieux que la prénisolone à 40 mg par jour en association à l'azatioprine. Ça c'est le diagramme de droite, et pour le diagramme de gauche on voit que si on combine l'efficacité sur les transaminases et les effets secondaires, et bien le budesonide était bien plus performant que la prénisolone, et on switchait tous ces patients à 6 mois en passant à du budesonide 6 mg par jour pour les deux groupes, et on voit qu'il y a un maintien de la réponse à 12 mois et qu'en plus il y a 40% d'effets secondaires en moins dans le groupe qui était placé sous prednisone. Ainsi, on va utiliser le budesonide lorsqu'on est face à une hépatite non cirrhotique peu sévère, un F1 ou un F2. Il peut également être considéré en relais de la prednisone si la rémission est acquise, ou en entretien des formes corticodépendantes. On passe au schéma d'entretien. Et l'étude de la MERS, des synthèses d'essais randomisés, a montré que la prénisolone en monothérapie était insuffisante et qu'on avait deux possibilités, la combothérapie ou l'azatioprine. L'azatioprine est le traitement de référence de l'hépatite auto-immune, comme en témoigne ce vieux papier du New England qui a fait référence. L'azatioprine presque à 2 mg/kg permettait le maintien quasi constant de la rémission clinique et histologique. Ce papier faisait également apparaître que la baisse des posologies exposait un risque de récidive, 5 rechutes à 2 ans chez 26 patients à qui ont passé 1 mg/kg, d'où le questionnement de la posologie optimale, probablement entre 1 et 2 mg/kg adapté à la réponse. Cette étude montrait également la survenue de quelques cancers tardifs. Le problème de ces deux traitements, c'est la gestion des effets secondaires. Pour la cortisone, on estime que 80% des patients traités par corticoïdes pendant plus de 2 ans développent des effets cosmétiques. Il y a également un risque osseux que vous connaissez. Et puis pour l'azatioprine, c'est le diagramme de droite. Les complications sont plus rares. Il existe un surrisque de cancer et d'hémopathie qui n'est pas formellement établi dans l'hépatite auto-immune, mais qui est bien mieux démontré dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Pour ce qui est des modalités du traitement, l'élément essentiel, c'est que le traitement va être guidé par la réponse biologique et la baisse du niveau des transaminases. Vous pouvez vous permettre de baisser la corticothérapie lorsque les transaminases ont globalement diminué de 50%. Et le schéma de décroissance est à ce moment-là largement empirique. Vous avez des paliers seuils et des paliers définis, mais vous pouvez bien sûr les prolonger en fonction également de la tolérance. Le but étant d'essayer de se passer de cortisone dans les 6 mois à 1 an qui suivent le début du traitement, ou si vous avez besoin de cortisone, de rester à des seuils de moins de 10 mg par jour pour éviter les effets secondaires. Le traitement d'attaque donne de bons résultats en l'absence de critères de gravité, donnant 75% de réponses complètes. On parle de non-réponse lorsqu'il y a une aggravation clinique ou biologique rapide, malgré le traitement instauré. Ça représente 10% des cas avec un risque élevé d'insuffisance hépatique aiguë. On parle de réponse partielle lorsqu'il y a amélioration clinique, biologique ou histologique, mais sans atteindre les critères de rémission complète. Ça représente 10 à 15% des cas. Les formes résistantes ou réfractaires doivent faire l'objet d'une optimisation du traitement, voire d'un changement de molécule. Finalement, ce traitement standard
va donner une amélioration dans 75% des cas, mais dans 25% des cas, il y aura des mauvais répondeurs ou des problèmes d'intolérance. Dans ces cas-là, il faut se poser la question d'une erreur diagnostique, d'un problème de compliance, et peut-être c'est des cystes-TGN, je vais y revenir. Il va falloir sûrement augmenter les doses ou penser à d'autres traitements. Une première solution va être d'augmenter les doses des médicaments, et dans cette perspective-là, le dosage des cystes-TGN pour adapter la posologie de l'imurel, de l'azatioprine est important. Plusieurs papiers comme celui-ci l'ont montré, et il faut obtenir des seuils supérieurs à 220 picomoles. En cas de mauvaise réponse, la première étape sera d'augmenter les posologies de cortisone et revenir à 1 mg kg, mais également augmenter l'azatioprine, vous pouvez aller jusqu'à 2,5 mg kg, ceci pendant un mois, voire plus. Si ça ne répond toujours pas, vous allez vous poser la question d'un traitement de deuxième ligne, tel que le Cellcept ou les anticalcineurines. Enfin, en troisième ligne, vous avez la possibilité de discuter de l'infliximab ou du rituximab. Et bien sûr, dans les formes réfractaires avec des critères de gravité, la transplantation hépatique. Le choix de la molécule que vous allez utiliser en cas de mauvaise réponse, et notamment en cas d'échec de l'azatioprine, n'est pas si évident que cela, puisque cette diapositive vous rappelle que même dans les centres experts, le type de traitement utilisé ne fait aucun consensus. Beaucoup d'utilisation de Cellcept, un peu de tacrolimus à part égale avec la cyclosporine, et puis de façon plus confidentielle le sirolimus, l'infliximab et le rituximab, mais il n'y a aujourd'hui pas de consensus. Le Cellcept va souvent constituer le deuxième choix après l'imurel. Il sera prescrit à la dose de 2 grammes par jour. Donc en situation de mauvaise réponse, on est d'accord, mauvais répondeur. Il a une rapidité d'action plus nette que l'azatioprine. Ici quelques séries qui sont des petites séries qui ne précisent pas tout le temps le taux de rémission, alors que la réponse biochimique sur les transaminases est indéniable. Ce qui ressort, c'est qu'en situation d'intolérance à l'imurel, le Cellcept est un bon candidat, 44 à 88% de réponse. En situation de résistance, on récupère beaucoup moins de malades. Il ne faut pas oublier que le Cellcept a des effets secondaires, au premier rang desquels des phénomènes diarrhéiques, une atteinte médulaire, et il est tératogène. Les inhibiteurs de la calcineurine, que sont le tacrolimus et la cyclosporine, sont à privilégier en seconde ligne en cas de résistance, bien que les données de la littérature soient peu nombreuses, et pour la cyclosporine, elle concerne surtout les enfants. Les avantages, c'est qu'ils sont utilisables pendant la grossesse. Ils ont quand même des effets secondaires non négligeables. Le tacrolimus est prescrit à la dose de 2 à 3 mg par jour, alors que la cyclosporine est prescrite à la dose de 2 à 6 mg kg jour. Dans ces études qui sont petites, certaines sont rétrospectives, on a 84 à 100% de réponse. Un focus sur le tacrolimus dans cette étude de 2015, un peu plus de malades. C'est une étude rétrospective avec des dosages sanguins en chronique raisonnables. Et on observe, comme vous le voyez, une baisse des transaminases et des IgG et une épargne en cortisone. C'est des malades difficiles qui étaient difficiles à traiter, qui n'avaient pas répondu. L'infliximab peut également constituer une alternative, je dirais plutôt de troisième ligne. Ici, cette étude de 2013 portant sur 11 patients très graves avec 7 cirrhoses. On note un effet spectaculaire sur les transaminases et les IgG au prix cependant d'infections parfois mortelles. 6 infections dans cette série. Qu'en est-il de sirolimus, inhibiteur de mTOR? Voici ici un papier de 2014 qui a montré son efficacité dans l'hépatite auto-immune avec une intolérance à l'azatioprine, une petite série à gauche sur 5 patients. C'est une étude rétrospective où il y a une normalisation, un effet spectaculaire sur les transaminases, et sur le diagramme de droite, vous voyez que le sirolimus peut également être efficace en cas d'échec de l'azatioprine et du mycophénolate mofétyl, du Cellcept, donc deuxième ou troisième ligne au choix. Enfin, plus récent, le rituximab, un anti-CD20 qui cible les lymphocytes B. Chez des malades difficiles à traiter dans ce papier, eh bien on voit qu'avec 1 ou 2 administrations intraveineuses, il y a un contrôle relativement satisfaisant et une épargne corticoïde. Voici ici résumé dans cette diapositive les différents traitements dont je viens vous parler.
Je crois qu'on a tous l'expérience du Celcept et un peu moins de la cyclosporine. Je vous ai marqué les doses et les principaux effets secondaires. Dès qu'on va partir sur un traitement de deuxième ou troisième ligne, je crois qu'il faut discuter du dossier du patient à staff, à un réseau référent ou au web staff de la commission hépato du CREG qui vous répondra. Alors qu'en est-il des formes sévères? L'équipe du King's College a proposé une classification simple en fonction de la présence d'un ictère, des altérations de la coagulation ou de la présence d'une encéphalopathie. On parle d'hépatite aiguë sévère si l'ictère est présent et qu'il y a une altération de la coagulation sans encéphalopathie hépatique. On parle d'hépatite aiguë sévère avec encéphalopathie lorsque tous les critères sont présents, encore appelée hépatite fulminante. Alors, le schéma de traitement est assez bien établi maintenant. Dans l'hépatite aiguë sévère, dans l'hépatite auto-immune aiguë, le traitement c'est la prednisone à 0,5 ou 1 mg kg jour avec une réponse évaluée à J7. S'il y a une réponse au 7e jour, il faut poursuivre la cortisone et y ajouter de l'azatioprine lorsque la bilirubine est inférieure à 35 micromoles par litre. S'il n'y a pas de réponse, il faut discuter la mise en place d'un traitement par tacrolimus où il y a le plus de données scientifiques et évaluer la mise en place, de se diriger vers un centre de transplantation hépatique. En cas d'hépatite aiguë sévère, le traitement reste le même avec une réponse à J7. S'il y a une réponse, c'est le même schéma de soins, on continue avec de l'azatioprine. S'il n'y a pas de réponse, il faut stopper la cortisone qui peut être délétère avec un risque infectieux largement majoré et proposer le candidat à une liste de transplantation. Enfin, quand il y a une hépatite aiguë sévère avec encéphalopathie ou fulminante, il faut bien sûr se diriger rapidement vers un centre de transplantation hépatique. Alors le traitement, on vient de le dire, il a 75% de succès sur du court terme, mais sur du long terme, d'autres problématiques se posent. La gestion des effets secondaires, aussi bien des stéroïdes que de l'azatioprine. Et puis, invariablement, la question de l'arrêt du traitement et du risque de rechute seront abordées soit par le clinicien, soit par le malade. Alors, pourquoi on hésite à stopper le traitement? Eh bien, parce que la rechute, elle est très fréquente, c'est presque la règle. Et cette cohorte hollandaise rétrospective sur un large effectif a confirmé ces données, avec, vous voyez, 73% de rechute à 24 mois et 80% à 36 mois. Donc la rechute, elle est très fréquente. Le délai de rechute survient dans 3/4 des cas dans les 6 premiers mois, mais peut également être tardif et des cas plusieurs années après 20 ans d'évolution ou d'arrêt ont pu être décrits. Les modalités de traitement de la rechute sont les mêmes que celles des hépatites auto-immunes naïves. Elle repose sur une combothérapie qui fait mieux que la monothérapie prednisone ou azatioprine. On peut tout de même nuancer le fait que lorsqu'on est face à une rechute précoce, où l'on a observé un léger fléchissement des transaminases, eh bien on peut reprendre l'azatioprine en monothérapie et ne pas forcément replacer une corticothérapie. Par contre, il faut insister sur le fait que la rechute après l'arrêt du traitement est plus difficile à traiter. Une réponse après une première rechute, elle est comparable à la première poussée, mais par contre, plus il y a de rechute et plus la probabilité de rémission prolongée devient rare. Et ça, plusieurs papiers mentionnés ici l'ont montré. Et surtout, les rechuteurs ont un risque de progression vers la cirrhose qui est plus élevé que les patients répondeurs prolongés. C'est ce qu'a montré ce papier de Xaja, papier rétrospectif paru en 2002. Une étude bien menée sur 107 patients qui étaient en rémission clinique, biologique et histologique, qui ont donc stoppé le traitement pour un taux de rechute à droite de 79%. À ce moment-là, 9% de cirrhotiques qui vont être retraités pendant 26 mois pour que le traitement soit de nouveau arrêté. Et finalement, 28% de rémission prolongée au prix de 35% de cirrhose, un tiers des cas de cirrhose, donc synonyme d'échec.
Alors, y a-t-il des facteurs prédictifs de rechute? Le premier facteur bien connu de rechute, c'est le facteur histologique. Dans les recommandations américaines de 2010, la biopsie hépatique est l'élément indispensable pour pouvoir discuter d'un arrêt. Il s'agit de recommandations basées essentiellement sur les publications de XAJAM, qui sont des données anciennes et discutables dans leur méthodologie, avec en outre une mauvaise corrélation entre la biologie et l'histologie, puisque la réponse histologique dans cette étude était retardée de 6 à 12 mois par rapport à la rémission biologique, et que inversement, la présence d'une hépatite d'interface chez 50% des patients était retrouvée chez 50% des patients alors qu'ils avaient des ALAT et des gamma-globulines normales. Ces travaux un peu anciens ont été dépoussiérés par ce travail allemand de 2018 qui a étudié cette même relation entre la réponse biologique et les biopsies de suivi. Ici, sur les camemberts, en vert, vous avez l'hépatite minime, en bleu, vous avez l'hépatite intermédiaire, et en blanc, vous avez l'hépatite histologiquement active. Eh bien, ces auteurs ont montré cette fois-ci que lorsque les transaminases et les IgG étaient strictement normales, c'était en accord avec une prépondérance d'hépatite minime ou intermédiaire, et que ça faisait mieux que lorsqu'on avait des transaminases strictement normales uniquement, ou des IgG strictement normales uniquement, ou lorsqu'on n'avait aucun de ces deux critères, eh bien on avait un pourcentage d'histologie beaucoup plus péjorative. Et cette même équipe a montré dans un travail un peu plus ancien qu'il existait des super répondeurs, des super réponses biologiques, et lorsque on a des transaminases inférieures à 50% de la normale, donc limite basse, et des IgG inférieurs à 12 grammes, eh bien on était en accord avec non seulement une histologie favorable, mais également avec une rémission prolongée. Donc le terme de super répondeur. Alors, est-ce que l'élastométrie pourrait prédire la rechute et éviter la biopsie hépatique? Vous voyez, dans ce travail allemand de la même équipe, ils ont étudié l'élastométrie, ils ont montré qu'elle était très élevée à la phase initiale, comme attendu, et qu'au cours de l'évolution, elle diminue parallèlement à l'évolution des transaminases. Et quand on regardait à distance, et ça c'est les diagrammes de gauche, à 6, 12 mois et même à 4 ans, il y a d'excellentes courbes au ROC pour les diagnostics de fibrose extensive ou de cirrhose. Et en outre, les auteurs ont montré que la réponse biologique était associée également aux variations de l'élastométrie, puisque les chiffres d'élasticité baissaient dans le temps chez les répondeurs, alors que les chiffres d'élasticité augmentaient chez les non-répondeurs. Si bien que, diapositive suivante, ainsi la question de la biopsie hépatique avant l'arrêt du traitement peut se poser, et sujet de controverse, et peut même être discuté si vous le voulez. Aujourd'hui, on peut considérer que si vous avez une rémission biologique stricte avec des transaminases et des IgG très rapidement normales, avec une durée de traitement de plus de 2, plutôt 3 ans, voire 4 ans, sans corticodépendance, sans notion de cirrhose, avec des chiffres d'élasticité qui se sont améliorés dans le temps et qui ne sont pas péjoratifs, on peut peut-être se poser la question d'éviter la biopsie hépatique. Voilà, par contre, et donc d'éviter le critère histologique qui fait partie de tous les critères d'arrêt du traitement. Par contre, effectivement, si vous avez une cirrhose, si vous n'avez jamais eu de véritable rémission biologique, et si vous avez une durée de traitement qui a été trop courte, inférieure à 2 ans, il ne faut pas se permettre d'arrêter le traitement, il faut essayer de continuer. Voilà. Sur cette diapositive, vous avez également les schémas du traitement. Quand vous décidez de l'arrêter, vous allez diminuer l'azatioprine par palier de 25 mg tous les 3 mois. Il va falloir surveiller les transaminases tous les mois initialement, puis tous les 3 mois et tous les 6 mois à vie. Voilà pour ce qui est des messages à retenir. Sur le plan épidémio, c'est une maladie qui peut toucher tous les âges,
qu'il y a une définition stricte de la rémission biologique, que le traitement c'est la combothérapie avec l'azatioprine, qui est guidée par la réponse biologique et la décroissance des transaminases, que le budesonide a toute sa place pour les hépatites peu fibrosantes quand il n'y a pas de cirrhose ou en traitement d'entretien quand la rémission est acquise, que lorsque vous avez une intolérance à l'azatioprine, c'est plutôt le Cellcept. Quand il y a une résistance, c'est plutôt les anticalcinerines, qu'il y a d'autres traitements qui ont été étudiés, mais avec des études qui sont quand même peu nombreuses. Que dans les formes graves, il faut se poser la question à J7 de la réponse à la cortisone et de diriger rapidement le patient vers un centre de transplantation si nécessaire. Afin, pour ce qui est du traitement immunosuppresseur, quel qu'il soit, il faut qu'ils soient maintenus au moins 3 ans et au moins 2 ans après normalisation de transaminase si vous voulez poser la question d'un arrêt du traitement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Pierre, vivant à côté. C'était long, hein. Patrice, tu as une première question. Oui, d'abord félicitations pour cette très belle synthèse. Alors, tu n'as pas parlé des formes frontières, des overlap syndrome avec la cholangite sclérosante par exemple. On sait que le pronostic n'est pas le même. Est-ce qu'il y a des spécificités thérapeutiques dans ce cas-là? Non, pas du tout. C'est vrai que mon temps était imparti, vous l'avez vu, c'était déjà assez long. Le traitement de l'overlap, c'est le traitement des deux maladies. La CBP est plus fréquente que la CSP en association avec l'hépatite auto-immune. C'est des formes qui sont de moins bon pronostic, plus d'hypertension portale et qui vont réagir moins bien au traitement. Mais globalement, on associe l'acide urso-désoxycholique pour la cholangite sclérosante et même pour la cholangite biliaire. Et on reste sur les schémas de traitement dont je vous ai parlé. Oui, une question de Guillaume Bonneau, très intéressante. Alors, c'est en trois phases. Est-ce que tu as déjà traité des patients par infliximab? Alors, peut-on utiliser le Cellcept en pratique libérale, sachant que c'est une prescription hospitalière annuelle? Et vu la toxicité du Cellcept, notamment du risque tératogène chez la femme procréée, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt, finalement, en deuxième intention, de passer directement à l'infliximab? On reconnaît le myquiste là qui parle. Alors pour la première question, oui, j'ai une patiente qui a une maladie inflammatoire avec un overlap syndrome qui est en échec de l'Immurel et elle est sous infliximab en monothérapie actuellement et ça marche bien et sur la MICI et sur sa maladie hépatique. Voilà, donc j'ai une patiente mais qui a une double maladie. Après, autrement, j'ai pas d'autres cas de traitement avec l'infliximab. Je crois qu'il faut pas avoir peur du Cellcept. J'ai pas compris la prescription hospitalière. Moi, je prescris du Cellcept sur pas mal de malades. Je commence à des posologies de 500 à 700 mg par jour. Il y a des comprimés à 500 et à 250. Et j'augmente progressivement en fonction de la tolérance et bien sûr de la réponse au traitement. J'ai pas de problème de complications, de diarrhée, quelques diarrhées, mais qui sont contrôlables. Et j'avoue que ce médicament ne doit pas faire peur, pas plus que l'azatioprine en tout cas. Pour la troisième question, oui, bien sûr, effectivement, on pourrait se poser la question de peut-être élargir les indications de l'infliximab, mais là, j'ai pas la réponse. Vous voyez que les travaux sont quand même peu nombreux. En tout cas, les néphrologues libéraux utilisent le Cellcept. Oui, c'est pour ça que moi, j'ai pas de souci pour les prescriptions. Je prescris sur mes ordonnances à 100% et j'ai jamais eu une pharmacie qui m'appelle. Ça, c'est répertorié dans les vidéos. Aucun problème, non. Okay. 2 questions courtes, réponse courte. Tu peux nous rappeler la définition de la réponse partielle? En fait, c'est une question extrêmement compliquée. En fait, ouais. c'est pas une non-réponse, c'est une absence de normalisation au fil des semaines et des transaminases au fil des semaines et des mois. Il n'y a pas de définition très stricte. C'est cette réponse partielle, en tout cas, qui va déclencher l'optimisation du traitement. Alors, peut-être pas dans les premières semaines, mais au bout de 3 à 6 mois. Et là effectivement, il n'y a pas de cut-off sur la durée. C'est là où on va muscler le traitement ou changer la molécule. Mais il n'y a pas de réponse officielle. En pratique, en 2020 ou 2021, tu mets la place de la biopsie où dans ta pratique? Alors, dans le bilan initial, elle ne fait aucun doute. La biopsie, c'est le diagnostic, c'est la recherche d'un overlap, c'est le pronostic. Vous savez qu'il y a des cirrhoses qui sont souvent sous-estimées dans cette maladie. Donc la biopsie, c'est au départ, sans aucun doute. Et puis, je vous l'ai dit dans mon avant-dernière diapo, aujourd'hui,
Jusqu'à il y a quelques, je dirais, années, je faisais une biopsie avant de me poser l'arrêt du traitement. Maintenant, au vu des publications et au vu des données dont je vous ai parlé, et surtout après en avoir discuté avec des centres experts, tous ne font plus la biopsie et se permettent, pour certains, de stopper le traitement sans avoir la preuve histologique. S'il y a des critères de super réponse, pas de cirrhose, voilà, avec une linéarité dans le traitement au fil des ans, 4 ans, au moins 3 ans de traitement, ça il faut le répéter, j'en ai pas parlé, mais les études ont montré que la durée du traitement est très importante. Voilà, et là dans ces cas-là, eh bien, on peut peut-être sursoir à la biopsie hépatique. C'est en tout cas, je crois que les pratiques changent. Et encore une fois, dans certains centres, certains experts de l'hépatite auto-immune qui ne font que ça, peut-être se permettent à l'heure actuelle de ne plus faire la biopsie.